Merci beaucoup pour cette présentation bien dense, mais parfaitement dans les temps, qui également effectivement lance beaucoup de ponts avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant là, c'est cette entrée par les situations concrètes et moins peut-être par des appartenances. Donc on voit que ces situations peuvent fluctuer et introduisent une dynamique relationnelle très fluide entre les dispositifs techniques, les situations des personnes, les manières d'écouter la musique et le rapport à la musique. Voilà, je n'ai pas vraiment de questions, mais je passe du coup tout de suite la parole à Esteban. Merci. J'ai trouvé très intéressante, bien sûr, cette approche de l'immatériel par le matériel. Et ça me mène à une remarque ou une question, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison de faire une coupure entre le matériel et l'immatériel. C'est-à-dire par là que vous pourriez très bien ajouter à ce que vous avez montré une étude de comment ces mêmes personnes naviguent sur leur ordinateur ou comment les choses sont placées à l'intérieur de l'ordinateur, comment ils s'en servent, quels sont les modes d'accès, etc. Donc en fait, c'est le clivage matériel-immatériel qui ne tient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais bien commencer. Ce qu'il y a, c'est que dans nos disciplines, on parlait tellement de l'immatériel partout qu'on a voulu un peu prendre le contre-pied. Et c'est vrai que du coup, dans cette présentation-là, n'apparaît que le matériel, mais dans les études préalables, là, on était plus sur des comportements, notamment avec toutes les questions de stockage et de gestion du flux sur un contenu dit immatériel. Mais évidemment, on est d'accord. Hein, vraiment, tu fais bien de le dire comme ça. Il y a aussi un effet de découpage forcément des papiers quand on fait de la recherche. Les papiers précédents sont très sur cette partie, ce qui se passe sur l'ordinateur et la manière dont ça s'articule avec le reste. Et là, on voulait passer un peu à la question de l'espace. Mais vous avez raison. En fait, il faudrait ensuite réintroduire cette question. Je crois même qu'on a supprimé en fait. Dans les choses qui faisaient partie, on a supprimé une diapo dans cette présentation, dans sa version finale. Il y a une partie du terrain qui est fait, c'est aussi sur les archives immatérielles. Donc essayer de chercher ensuite ce qui se passe dans les disques durs, sur les différents sites sur lesquels les gens laissent des traces pour compléter. Après, ça amène à réfléchir, et ça c'est une voie intéressante, sur comment ces questions de l'écran se retrouvent pris dans ce type de jeu, notamment dans les questions de la convivialité. Mais il faudrait l'intégrer, définitivement. Merci. Si je peux me permettre, peut-être juste cette articulation entre l'immatériel et le matériel. Enfin, je pense que le nœud qui les lie, c'est le dispositif technique. Donc, de toute façon, on est toujours dans un rapport à quelque chose de finalement assez concret, que ce soit matériel ou... La diapo avec les arbres. Et qui a d'ailleurs toujours été présent. Enfin, le numérique ne change pas fondamentalement les choses. Il y a toujours eu un ancrage technique de la production et de l'écoute de la musique. Oui, non, mais ça c'est un truc qui est évident pour nous. Alors après, le travail qu'on n'a pas forcément présenté, mais qui est très lié à ça, c'est justement de regarder comment il y a des matérialisations constantes qui sont réalisées par les consommateurs. D'ailleurs aussi en lieu et place d'autres intermédiaires. Donc la manière dont ils recréent des médiations dans leur cadre quotidien, dans leur pratique quotidienne, pour remplacer ou qui viennent déborder ce qui était prévu par d'autres médiateurs. Oui. Merci pour votre très belle présentation. Merci pour le clin d'œil aussi pour le Sénégal. Voilà. Dans votre présentation, il est apparu à travers un point d'entrée avec des exemples très concrets, hein, qu'il y a eu deux aspects qui semblent être très présents. C'est la réorganisation de l'espace domestique, mais aussi la réorganisation de la somathèque en rapport avec des infléchissements dans les trajectoires de vie. On a eu des exemples, hein, mais 2 ou 3 exemples très explicites, mais est-ce que c'est quelque chose qui est apparu de manière très conséquente dans vos recherches, à un niveau global? Est-ce que vous avez vu des changements très significatifs et fréquents en rapport avec ces trajectoires de vie qui connaissent des courbes? L'autre chose qui me semble très intéressante, même si ça avait l'air d'être anecdotique, c'est ce personnage que vous avez décrit comme quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la musique et qui trouvait très important de pouvoir faire écouter ces nouveautés à ses invités. Est-ce que c'était un rapport avec
sa profession? Est-ce que c'était des enjeux professionnels? Parce que peut-être que par là, il pouvait arriver à montrer qu'effectivement, il était en adéquation avec son statut, en tant que quelqu'un qui pouvait connaître la bonne musique, celle qui est en vogue, et convaincre donc du coup de sa professionnalité. Ou bien est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus égotripique, on va dire? Voilà, merci. Je vais répondre pour la partie sonothèque, trajectoire de vie, et puis je vais laisser mon collègue répondre sur l'ego trip du répondant H2. Pour ce qui est de la réorganisation de la sonothèque en dehors de la question des trajectoires de vie, un des points qui était intéressant à étudier quand on rentre sur des histoires de carrière de déviance liées au téléchargement, c'est justement que ça donne en partie une explication de comportements plus omnivores. Pour continuer à télécharger, donc pour continuer à bénéficier de l'intérêt de la pratique de récupérer de la musique gratuite, il faut trouver de quoi télécharger. Donc ça oblige à renouveler, c'est l'apprentissage d'un goût spécifique, donc on est encore une fois dans une problématique très Becker, mais l'idée c'est de continuer à trouver de quoi télécharger. Donc on a pu observer comme ça des conditions d'élargissement des sonothèques, alors que ce soit sur une volonté d'apprentissage, de systématisation. On a rencontré des gens merveilleux que vous avez dû rencontrer aussi, qui archivent et qui ont une volonté encyclopédique liée au téléchargement qui est très nette. Donc soit il y a des questions d'accès par ordre alphabétique, soit vraiment des réorganisations très encyclopédiste pour le coup, et en même temps un élargissement vers des formes qui de toute façon n'auraient jamais été achetées, qui sont beaucoup plus des choses bêtes pour les soirées, etc., etc. Donc cet élargissement, on l'a. Sur les trajectoires de vie, il y a un lien aussi dans notre échantillon, du peu qu'on a pu en voir, mais pour le coup c'est pas quelque chose qu'on a systématisé dans l'analyse, mais il y a un lien très net entre le cycle de vie et les pratiques d'accès à la musique. Là-dessus, ça n'a pas, a priori, changé. Et ça permet d'introduire... on a aussi des résultats très forts sur les pratiques genrées. Et là, pour le coup, des questions de répartition, y compris de la tâche du téléchargement au sein du couple et de reproduction, qui sont... je ne sais pas, il y a un mot pour ça, qu'on retrouve aussi de manière très forte. Donc là encore, des histoires de trajectoire de vie, mais avec d'autres variables qui rentrent en compte. Et donc pour répondre sur notre répondant H2, alors son organisation de concert, c'est quelque chose qu'il faisait dans le domaine associatif. Peut-être là où il y a quelque chose avec le bon goût et essayer d'expliquer aux autres, c'est plus qu'avec une profession, une forte socialisation par les forums. Où une partie du temps quand même passé sur les forums musicaux, c'est essayer d'expliquer aux autres que nos poulains sont meilleurs que ceux des autres et que nos goûts sont meilleurs que ceux des autres. Et du coup, plus qu'à une profession, c'est à ce type de socialisation que je rattacherais à ce type de pratique. Deux petites questions. Pour ne pas parler du mauvais ou bon goût, mais tel genre, tel répertoire peut être écouté dans cette pièce, dans la salle de bain, n'importe où. Ça me rappelle, pourrait-on penser que c'était une reconstitution de l'idée de musique d'ameublement d'Eric Satie? Alors ça, c'est une question spéciale sciences de gestion. Donc, je ne suis pas persuadé que l'écoute du jazz, en l'occurrence dans la cuisine, corresponde au moins dans la première phase, celle qui passe par le lecteur de CD et le côté médiathèque, à l'idée d'une musique quelconque qui soit là uniquement pour combler l'espace. Je pense que c'est plus le cas dans la deuxième phase. Donc ce qui pourrait être intéressant à creuser, c'est la manière dont, lorsque ça se reconfigure en termes techniques, ça va en même temps qu'une reconfiguration, technique et pratique, ça va en même temps que des contenus. Là, il faudrait que je revoie le terrain pour voir si effectivement les styles musicaux ont changé suffisamment et la question de la volonté derrière l'écoute musicale a changé à ce point. Dernière question. J'avais juste une question. On a vu beaucoup du coup l'importance de l'affectif dans cette matérialité des objets. On a presque un fétichisme un peu avec des choses comme ça. Mais du coup, du côté des contenus qui sont vraiment numériques, est-ce que vous avez vraiment creusé ce parallèle de cette forme de fétichisme, de cette forme
segmentation, mais du côté vraiment des plateformes numériques? Alors, plateforme, en tout cas, les disques durs, on a des gens qui nous ont expliqué que ce serait une catastrophe si ils perdaient leur disque dur. Il y a des raisons affectives et il y a une raison aussi, c'est le travail que ça peut représenter. Notamment, tous les gens qui vont apprécier, ceux qui vont avoir beaucoup de contenu, qui vont apprécier avoir des contenus de bonne qualité, bien tagués, rangés d'une façon particulière, ça représente un travail qui vont aller rechercher les pochettes, qui vont faire pour qu'il y ait la figure de l'artiste avec une figure qui soit chouette, qui apparaisse, machin. Ça demande beaucoup de travail. Et alors du coup, je sais pas si c'est affectif ou du travail, mais dans tous les cas, voilà, il y avait un fort attachement à ces fichiers, notamment pour ces raisons-là. Oui, on a exactement la même chose dans nos enquêtes. Et en particulier, une des autres raisons avancées, c'est le fait que les fichiers sont constitués non seulement par leur activité de collectionneur, si je puis dire, mais sont aussi liés à des, entre guillemets, des dons qui peuvent avoir un lien affectif. Je sais pas, on a une amoureuse qui nous fait des fichiers, ce genre de choses. Et ça conditionne le type d'attachement qu'on peut avoir par rapport au fichier. Mais ce que vous venez d'indiquer est intéressant parce que là aussi on peut se demander si, on peut penser qu'il y a une période de transition là, qui s'amorce entre le passage où les contenus sont encore s'inscrivent dans des dispositifs matériels et puis une dématérialisation à peu près complète des fichiers musicaux qu'on ira écouter sur le cloud ou sur les plateformes de streaming sans absolument plus avoir besoin de les posséder, d'en avoir la propriété en tout cas. Ouais, très rapidement, c'est juste quelque chose qu'on avait mis on aurait pu mettre en limite, c'est cette privatisation des traces de la musique liée au cloud. Parce que c'est vrai qu'avec cette encore plus immatériel, si on veut, pour le chercheur, la donnée devient potentiellement plus difficilement accessible. Ce qui est une des limites à ce qu'on discutait tout à l'heure en termes de collecte d'informations et ensuite rendu visuel de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se heurter quand même au manque d'accès aux traces même de la consommation, puisqu'elles sortiront en quelque sorte, y compris du domaine privé, mais du consommateur en tant que tel. Merci.